Bonjour Samuel de Radio. Bonjour Elias. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Pour un samedi matin, de façon très agréable. De façon très agréable. Pour un samedi matin grisaille aussi, hein, très gris. Exactement. Alors bienvenue dans Politiquement Incorrect, le podcast pour les jeunes, par les jeunes et des jeunes. Aujourd'hui, vous avez accepté de nous recevoir pour une interview. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est sympa que cette initiative vienne de Tubizien. Et donc, dès qu'il y a une opportunité pour moi de favoriser une initiative de Tubizien, qui plus est de jeunes, je suis partant. Ça nous fait plaisir. Merci encore pour avoir accepté. Peut-être que je vous remercierai pas à la fin des questions, mais bon, Ah ça, écoutez, on a été objectif. Je vous ai concocté 9 questions et en plus une question de citoyen. parfait. On commence comme ça? Parfait. Alors, vous êtes bourgmestre depuis le 2 décembre 2024, c'est le jour où vous avez prêté serment. En tant que Tubisien, j'étais dans la salle justement. Et je voulais vous demander du coup, vous êtes le premier bourgmestre libéral de Tubize, le premier bourgmestre émère en tout cas de Tubize. Et vous savez, quand on est jeune et qu'on fait un peu de politique, on imagine ce moment. Et je voulais savoir ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Est-ce que c'était le poids de la responsabilité de la fonction que vous habitez, ou bien est-ce que maintenant c'était juste l'émotion, ou peut-être quelque chose du genre, enfin. Je ne sais pas si c'est pas les 2 secondes, parce qu'une victoire, quand on devient bourgmestre, ça dure 2 secondes. Vous avez à peine le temps de sabrer le champagne sur cette victoire que porte immédiatement sur vos épaules le poids des responsabilités. Ce n'est pas tant, et c'est pas, alors ça peut être quelque chose de symbolique, mais ce n'est pas tant la victoire par rapport au fait d'être le premier bourgmestre libéral à Tubize, c'est plutôt le fait de pouvoir réaliser un rêve, parce que moi je suis natif de Tubize et que je pense que cette ville a des opportunités extraordinaires. Et donc, c'est la possibilité de réaliser un rêve, c'est la possibilité de donner à cette ville les opportunités qu'elle mérite et donc de se battre tous les jours au quotidien pour pouvoir réaliser des projets. Je pense que Tubize est vraiment une ville qui est un axe central à proximité de Bruxelles. On le sait aujourd'hui depuis que je suis là et qu'on tient un discours très très positif sur Tubize, en la valorisant plus qu'en la dénigrant, parce que je pense que pendant des années, on a toujours valorisé Tubize en indiquant comme référence un lourd passé industriel. Moi, j'essaye en tout cas de lui donner l'axe que j'avais rêvé, c'est-à-dire mettre en avant les entreprises de pointe que l'on a à Tubize, et je cite souvent les Casques Belles, mais il y en a plein d'autres, et aussi mettre en avant les qualités du Tubizien, parce que le Tubizien est quelqu'un d'extraordinaire, et donc c'est vraiment une terre qui mérite aujourd'hui le développement d'ailleurs que je pense qu'elle est en train de commencer à vivre maintenant. Et donc oui, la victoire, c'est quelques secondes, parce qu'immédiatement après, vous portez le poids d'une responsabilité, c'est quand même une ville de 30 000 habitants, et donc les responsabilités sont pas minimes. C'est l'une des plus grandes villes du Brabant wallon, il me semble, avec Braine-l'Alleud et Nivelles. Oui, alors c'est une des plus grandes villes du Brabant wallon et ce sera probablement la plus grande ville du Brabant wallon dans les prochaines années puisque nous avons quand même le taux de croissance de la population le plus important du Brabant wallon. Oui. Ouais. Et du coup, parce que vous venez de me dire que c'était un rêve pour vous, donc il y a aussi le poids de l'émotion, non? Sur le moment même. Pour un natif de Tubize, être au Grand Place 1, 1480 Tubize, qu'est-ce que ça fait justement? Le L'émotion, moment où vous avez pris vos fonctions dans ce bureau. l'émotion, je vous l'ai dit, l'émotion, elle ne dure que quelques secondes. Parce qu'immédiatement après, il faut porter le poids de la responsabilité. Autrement dit, je pense que quand vous avez cette vision de la responsabilité qui incombe à un bourgmestre, qui vous amène à être sur tous les événements, mais sur toutes les interventions, qu'elles soient police, secours. Je pense que quand il y a eu des incendies dans cette ville, et il y en a eu depuis que je suis là d'habitation privée, Mhm. j'y vais chaque fois. Donc j'essaye d'être vraiment un bourgmestre présent, je m'y suis engagé, et donc je peux vous dire qu'effectivement, on a peu le temps de se réjouir d'eux. Et donc j'espère vraiment, je vous le dis honnêtement, plutôt avoir une réjouissance à la fin du mandat sur les objectifs atteints. Ok, vous êtes en train de griller mes questions là, mais c'est pas un problème. Mais ok, parfait. Et on va tout de suite poursuivre avec la deuxième question. Alors, vous êtes avocat de formation. Alors, pourquoi cette envie de faire de la politique? Alors non, l'envie de faire de la politique, elle est absolument pas liée à la formation universitaire qui est la mienne. L'envie de faire de la politique, elle est née de cette
du fait d'être natif dans cette ville et d'avoir l'impression que toutes ces dernières années, on nous a un peu pointé du doigt. Et donc, on nous a considérés, même si on fait partie du Brabant wallon, comme la dernière roue du carrosse. Et donc, l'envie de faire de la politique, elle est née vraiment d'une motivation par rapport à l'identité de la ville, par rapport à la fierté que moi j'ai pour cette ville et par rapport à ce que je pense qu'elle peut devenir. Vous parliez là tout à l'heure de dire que c'est une ville qui va très vite se retrouver en numéro un en termes de population, mais je pense que c'est une ville qui a une force extraordinaire, qui a pu se relever effectivement de ce passé industriel pour se retrouver dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, mais on n'est qu'à quelques virgules de l'entièreté de son parcours. Et donc je pense vraiment que la fierté, c'est de la porter là où elle peut aller, et elle ne sera pas que numéro un en termes d'habitants, elle sera numéro un, je pense, en termes de desiderata du Brabant wallon. Beaucoup de journalistes aujourd'hui qui m'interpellent me disent, aujourd'hui on ressent que Tubize, c'est une ville où les gens veulent y aller. Il y a une volonté, je crois que c'est vraiment la ville qui entraîne le plus de volonté de gens de s'y rendre. Et parce que, pas parce que ce qu'elle est aujourd'hui, mais parce qu'on sent qu'elle est en mouvement et on sent très vite où est-ce qu'elle va aller. Vous voyez Tubize comme l'Eldorado du Brabant wallon? Je vois Tubize en tout cas et je mise beaucoup d'espoir. J'ai eu le ministre-président en ligne hier, figurez-vous, sur le contournement nord. Donc Monsieur de Limon, qu'à vous. Oui, et effectivement, donc sur le contournement nord, et donc les appels d'offres sont bien en cours. On a pu s'entretenir sur le sujet, ça avance vraiment positivement et je suis rassuré. L'avancée du contournement nord va entraîner une accélération sur le développement de Est-ce que vous l'outlet. savez juste expliquer un peu, parce que les gens ne connaissent pas, peut-être pas Tubize, ce qu'est le contournement nord justement? Alors le contournement nord, c'est d'un contournement qui va arriver de Braine-le-Château, qui va traverser en fait la ville, qui va la contourner pour aller rejoindre la 8 ici en haut de Tubize. Ce qui va faire que ça va désengorger fortement le centre-ville en termes de mobilité, puisque 60% de la circulation automobile et poids lourds normalement, notamment qui traversent Tubize, ce sont des gens qui n'habitent pas Tubize ou qui ne s'arrêtent pas à Tubize. Et donc ce contournement va fortement désengorger la ville. Mais ce contournement, il est aussi attendu par les promoteurs de l'outlet. Et donc, son arrivée va entraîner le développement de cet outlet, auquel moi je suis convaincu, c'est un élément particulièrement positif pour la ville, voir un site industriel se reconvertir tel qu'il est en train de se reconvertir là aujourd'hui, c'est un élément positif. Et je crois effectivement que Tubize deviendra demain une ville de référence. Alors, il suffit aussi de, je me permets de compléter votre propos, de voir du coup une carte d'où est Tubize. On est à l'extrême ouest du Brabant wallon. C'est la première ville lorsque vous prenez le train, la première ville francophone lorsque vous prenez le train à partir de Bruxelles et vers Bruxelles. C'est aussi du coup un axe autoroutier très important. Comme vous l'avez dit, on a la 8, on a la E19 aussi pas très loin, et on a la jonction avec Halle. Donc, est-ce que vous trouvez que jusqu'ici, jusqu'à présent, cet aspect ultra stratégique géographiquement de Tubize a été sous-exploité par vos prédécesseurs éventuellement? Oui, alors je pense que ça a été sous-exploité comment? Ça a été sous-exploité, par la défense du contournement nord, par exemple. Parce que, effectivement, c'est pas parce que vous êtes la première commune francophone à la sortie de Bruxelles qu'automatiquement tout le monde a envie d'aller chez vous. Je pense qu'il faut que les gens ressentent aussi qu'il y a des projets, qu'il y a une volonté d'évolution de la ville et qu'elle ne se terre pas dans le passé. Et donc, par conséquent, le contournement nord, mon prédécesseur avait les mêmes capacités référentielles au gouvernement, puisqu'il avait des répercussions politiques identiques entre la commune et le gouvernement à l'époque, qui lui permettaient en tout cas de défendre la réalisation de ce contournement. Ce que nous avons fait, c'est-à-dire que quand moi j'ai été bourgmestre, j'ai pu, au sein de mon parti, exiger qu'un des points à l'accroche, ce soit la réussite du contournement nord. Et donc, on a pu le faire notamment avec le premier échevin engagé ici à la ville. Quand on a fait notre majorité, on a mis sur la table l'idée que ça, c'était un point sur lequel on ne pouvait pas transiger. Et il nous fallait, parmi un accord de majorité, cet accord sur le contournement nord. Parce que c'est ça le développement. Est-ce que ça a été négligé? Vous savez, négliger une ville, c'est continuer à parler du CPAS, continuer à parler du lourd passé industriel, et c'est négliger les talents. Alors les talents tubusiens, et je parle des talents au sens large, vous le savez, on a des jeunes qui régulièrement passent sur The Voice, ce sont des talents. On a des sportifs extraordinaires dans notre commune, ce sont des talents. On a des entrepreneurs extraordinaires, ce sont des talents. On a des jeunes, tout comme vous, qui ont des initiatives comme celle-ci, ce sont des talents. Et donc moi je pense juste, et c'est d'ailleurs ce qui se répercute aujourd'hui dans notre journal le 1480 et vous, dans sa nouvelle mouture, c'est plus un journal dans lequel on montre le bourgmestre qui va déposer une gerbe de fleurs à droite à gauche. C'est un journal qui met en avant, alors il y a moins de photos du bourgmestre,
Mhm. mais qui met en avant nos talents tunisiens. Et ça, valoriser nos talents, valoriser cette capacité, ça donne de la hauteur à la ville. Ce serait pour vous, du coup, votre plus grande différence avec vos prédécesseurs, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que c'est une différence qui se fait de façon naturelle. Mhm. Alors, moi, j'ai une fierté acquise sur cette ville, en tout cas. Et donc, j'ai un axe particulier sur nos talents et sur nos Tunisiens. Alors, on va enchaîner donc. Comme je vous l'ai dit, quand on fait de la politique, on imagine cette prise de fonction et on s'imagine beaucoup de choses. Est-ce que pour vous, ça correspondait à la réalité de ce que vous avez assumé? Ben alors, est-ce que ça correspond à la réalité? C'est peut-être un peu plus compliqué que ce que je pensais. Je veux dire, c'est très difficile aussi quand on vient du monde de l'indépendant de se retrouver dans une administration, hein, parce que on voudrait que les choses aillent beaucoup plus vite que ce qu'elles ne vont réellement. Les complexités administratives, ben, c'est une certaine lourdeur qui est effectivement parfois difficile à accepter. Surtout dans un État fédéral ou en plus de ça? Bah, disons que, vous savez, quand on arrive avec des rêves de modification de la ville plein la Mhm. tête et la seule chose qu'on a envie, c'est les voir en tout cas se mettre en route du jour au lendemain. Mais ce n'est pas que l'administration, le contournement nord est le bon exemple. Je reviens là-dessus, mais vous savez, ce contournement nord, on en parle aux Tunisiens depuis 20 ans. Et donc encore aujourd'hui, quand on l'a annoncé, puisque j'ai eu la chance de pouvoir participer aux accords sur le sujet, euh, quand on l'a annoncé, les Tunisiens disent encore aujourd'hui en rue, on y croira quand on verra poser la première pierre. Et donc, ben, le problème, c'est qu'effectivement, expliquer aux gens que vous êtes arrivé en décembre, que vous négociez le contournement, la mise en œuvre, malgré que c'est quand même 37 millions d'euros, que vous négociez la mise en œuvre de ce contournement, et de voir que ce sera réalisé à l'automne ici maintenant, bah, ça va faire presque 2 ans. Et donc 2 ans pour qu'il y ait une prise de décision et une mise en œuvre, Mhm. bah, je pense qu'en tout cas, même pour moi, c'est la plus grande complexité. Parce que tout ne dépend pas de vous aussi. Si on parle si on parle du contournement nord, il me semble que la région wallonne a aussi beaucoup de poids là-dedans. Oui, mais alors vous posiez la question de manière large, mais en fait, Oui, rien ne dépend exclusivement de moi, même on est dans bien d'accord. l'administration. Et donc, j'ai cité l'exemple du contournement nord, mais c'est la lourdeur de chaque chose qui doit être mise en place. Et donc, voilà, les process administratifs sont particulièrement longs. Vous trouvez ça un peu trop archaïque, peut-être? Non, je pense que c'est un peu dans l'esprit politique qui est le nôtre, Mhm. à nous les libéraux, qui est de dire à un moment, il faut aussi aller vers la simplification administrative. Ce Mhm. mot est un mot-clé qu'on entend résonner maintenant depuis des années. Oui, il faut aller vers de la simplification administrative si on veut que nos sociétés évoluent. Parce que l'exemple, je reviens là-dessus, mais du contournement nord, mais quand vous voyez effectivement que ça a un impact sur le développement économique du nouveau site des Forges de Clabecq, bah effectivement, devoir attendre 20 ans, peut-être, c'est difficile. Devoir encore attendre 2 ans, c'est difficile. Et imaginer une réalisation qui va encore prendre 3 ou 4 ans en espérant qu'il n'y ait pas de complexité administrative qui vienne se joindre dans le parcours, bah, c'est encore plus difficile au final. Et donc, ouais, c'est ça la vraie difficulté. Et toujours dans les contraintes de votre fonction, c'est sorti récemment dans la presse, on a vu qu'il y avait quelques escarmouches, si je peux me permettre de parler ainsi, entre vous et le chef de corps de la zone de police Ouest Brabant, Brabant-Wallon. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous expliquer? Parce que beaucoup de choses sont sorties dans la presse, comme quoi le chef de corps souhaiterait un stand de tir, mais que vous y étiez opposé, vu qu'un budget avait déjà été voté. Qu'en est-il selon vous, de votre Mais, côté? ben alors pour moi, c'est très très clair. Mais c'est ça, c'est qu'on ne fait pas on n'arrive pas dans une ville avec une volonté de changer les choses sans que ça bouscule un peu les personnes qui y sont installées depuis longtemps. Au final, tout comme dans l'administration ou tout comme le chef de chœur qui est chef de chœur depuis près de 25 ans, quand vous arrivez, vous signalez que vous voulez un changement. C'est-à-dire que votre changement, mon changement en tout cas à moi, c'est d'avoir une antenne de police ici au-dessus de la gare parce que ça, c'est factuel. On a des problèmes d'infractions commises autour de cette gare. Récemment, on a vu que dans la rue de Mons, c'est sorti dans la presse qu'il y a eu une bagarre au couteau, si j'ai bien lu, Ouais, et c'est aux exactement. alentours de la gare justement. Ouais, c'est systématiquement dans les mêmes endroits. Donc, quand on a cette politique de vouloir ramener une police dans le centre-ville, quand vous avez une politique de vouloir mettre des caméras comme outil de surveillance pour permettre d'aider la police dans les interventions, quand vous voulez renforcer la présence policière active dans les rues,
En demandant aux policiers de montrer qu'ils sont là, de circuler, d'aller, de tourner au milieu de nos commerces, de se balader, de rencontrer les gens, de connaître aussi les gens. Parce que simplement dire à nos agents de quartier, dire qu'il faut connaître les gens, ben vous bouleversez les choses. Parce que ça ne s'est pas produit comme ça depuis ces 25 dernières années. Et donc, quand vous demandez ce genre de situation et que vous dites ben, qu'effectivement vous êtes opposé, parce que le litige, il démarre là. Il démarre simplement du fait de dire à un moment, ben, aujourd'hui, mon prédécesseur a fait choix d'investir 17 millions d'euros dans l'agrandissement de la zone de police. Les bâtiments aujourd'hui qui sont agrandis à la zone de police, c'est 17 millions d'euros. Ce ne sont pas des policiers complémentaires, c'est 17 millions d'euros investis dans une zone de police. Ça veut dire que Dans l'infrastructure, c'est ça? dans l'infrastructure, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous augmentez le confort des bureaux. Mhm. Ok, ça c'est incontestable pour tout le monde, c'est un élément objectif. Vous investissez 17 millions d'euros pour augmenter le confort des bureaux. Et puis vous avez un nouveau bourgmestre qui arrive et qui lui dit mais au final moi je veux pas les voir dans les bureaux. Donc vous avez investi dans des bureaux, des chouettes bureaux, c'est chouette, mais moi je les veux en rue, je les veux en intervention, je ne les veux pas derrière un ordinateur. Donc je veux qu'on trouve des solutions et pour renforcer le cœur de police, pour leur permettre d'être présents dans les rues, mais aussi pour soulager les tâches administratives du cœur de police, pour leur donner plus de possibilités d'être en rue. Et donc la vision est totalement différente avec celle du chef de cœur qui lui a monté depuis des années un programme pour agrandir la zone de police, les bâtiments, y mettre un stand de tir, un dojo et toute une série de choses, de formation des policiers, certes, ça je n'en doute pas, mais qui par contre vont à l'encontre de la politique pour laquelle les électeurs m'ont élu, c'est-à-dire dans notre programme, il était clairement indiqué que nous voulions une police de proximité, proche de la population et certainement sur le terrain. Et donc voilà, aujourd'hui c'est une différence. Alors moi je le connais pas, hein, je vais pas manger au restaurant avec lui, j'irai pas en vacances avec lui non plus. Donc je veux dire, les seules choses qui peuvent nous amener en litige sont des sujets qui concernent la ville. Et donc on n'est pas dans un conflit personnel, on est dans un conflit qui est purement idéologique. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Le conflit, il est idéologique. Maintenant, la zone de police, elle a un déficit important. Vous l'avez vu aussi dans la presse. Ce déficit important, il est indépendant des caméras, puisque les caméras, elles sont assumées personnellement par la ville et pas par la zone de police. Ce déficit, il est lié aux 17 millions que nous avons investis. Et donc, on sait que ce déficit aujourd'hui de 17 millions, il a généré une augmentation, nous la ville donnons presque 5 millions de dotation à la zone de police, il a généré une augmentation de 6,48% cette année, et les projections nous prévoient encore une augmentation de 11,48% l'année prochaine, suite à ce qui a été engagé avant que j'arrive. La conséquence, ça a des répercussions énormes sur le budget de la commune. Et donc, évidemment qu'on ne peut pas accepter. Moi, je ne peux pas accepter un stand de tir en allant dire d'un autre côté aux citoyens, ben, vous savez, pour aller vers un stand de tir, je vais devoir vous augmenter l'impôt. Non, j'ai pris des engagements, mon parti a pris des engagements ici à Tubize quand on s'est présenté, et nous tenons à les respecter, en tout cas, et même si la situation est fondamentalement difficile, puisqu'aujourd'hui, quand les régions ou l'État fait des économies, ça retombe forcément, malheureusement, sur les communes. Et vous êtes parti en conciliation auprès du gouverneur du Brabant wallon. Qu'est-ce qui en est ressorti au final? Est-ce que vous avez pu avancer dans une bonne direction? Au final, ça a été stérile. Non, alors je pense qu'on a pu avancer dans une bonne direction, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que concrètement, mon sentiment, c'est que au moment où on a dit non au stade de tir, j'ai l'impression d'avoir vécu des mesures de rétorsion sur les projets de la ville, c'est-à-dire l'antenne, les caméras, etc. Tous ces projets se sont vus nettement en une fois bloqués. Et donc, ce Vous que voyez ça comme du chantage alors? bah, je vois ça en tout cas comme une mesure de rétorsion prise à l'égard d'un refus. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, chez le gouverneur, les projets en tant que tels se sont débloqués. On a vu apparaître dans le budget les postes spécifiques pour l'antenne de police. Donc ces postes se sont débloqués. Pour moi, en tout cas, c'était un début. Je ne suis pas convaincu que du côté de l'autorité policière, on n'est pas sorti de la rencontre avec le gouverneur avec une certaine amertume. Et que donc, j'ai l'impression aujourd'hui qu'effectivement, ouais, il y a un barrage philosophique important qui s'est créé sur les manières de... Mais je pense que on voit probablement pas la police du même œil quand on est chef de corps et qu'on atteint la soixantaine que quand on a 20, 30 ou 40 ans et qu'on a une vision totalement différente. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ben voilà, c'est une confrontation idéologique
C'est une confrontation aussi budgétaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, il y a une exigence de ma part toute particulière qui est que on respecte le droit des citoyens tunisiens. Je vous dis ça tout spécifiquement parce que, par exemple, il y a eu une problématique aussi qui était un petit peu plus virulente, c'est que le citoyen tunisien est obligé légalement de payer un quota dans la dotation de la zone de police. Dans ce quota, ben, nous avions 12 agents de quartier, par exemple, qui sont prévus. Pendant 2 ans, nous n'en avons, 2 ans avant mon arrivée, nous n'en avions eu que 11. Ça veut dire que nous en avons payé 12 en n'ayant eu que 11, sachant que le 12e en question avait été mis à disposition de ITRE. Bah, je suis désolé, je ne suis pas de la philosophie, en tout cas moi personnellement, d'imaginer que le citoyen tunisien doit payer un agent de quartier qui se trouve ailleurs qu'à Tubize. Et donc ce que les citoyens aujourd'hui payent, alors Tubize, je l'ai dit plusieurs fois dans la presse, c'est fini d'être considéré un peu comme la poubelle du Brabant wallon. On n'est pas la poubelle du Brabant wallon, on est la ville qui a le plus d'authenticité, dont les citoyens ont le plus d'authenticité, le plus de fierté. En fait, ce qu'on essaie de faire renaître, c'est cette fierté. Et aujourd'hui, j'attends qu'on respecte nos droits de Tubisiens. Y a pas de souci. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui. Concernant toujours la police, est-ce que vous avez eu, pour essayer de régler ce problème, une concertation éventuellement avec le ministre de tutelle de la police, le ministre de l'Intérieur? Même si c'est la police communale, on est bien d'accord. Oui, Peut-être arbitre. alors le ministre de tutelle aujourd'hui, en fait, réellement, l'autorité de tutelle sur la police, c'est le gouverneur. Et donc, le ministre de l'Intérieur a été informé, mais l'autorité de tutelle, et c'est pour ça que la médiation s'est faite là, c'est le gouverneur. Donc pour l'instant, pas rien avec le ministre de l'Intérieur éventuellement. Non, alors la compétence relève vraiment à ce stade du gouverneur. Ok. Poursuivons alors. Alors, vous vous appelez Samuel, mais votre nom de famille c'est Doratio, et qui est très très connu à Tubize. Et je vais être honnête avec vous, mon père vient de Bruxelles, le nom Doratio, il le connaissait quand même. Pourquoi? Votre père, Roberto Doratio, donc, fut le syndicaliste le plus combatif lors de la fermeture des forges de Clabec, un syndicaliste qui plus est FGTB, qui voulait donc conserver l'emploi et la prospérité de Tubize. Est-ce que d'une certaine manière, vous, Samuel Dorazio, vous poursuivez ce combat ou vous le faites complètement différemment? Est-ce que pour vous, tout ça se rejoint? Alors, je vais vous répondre. Pour moi, tout ça, ça se rejoint. Parce que vous avez utilisé les bons mots. Ce matin encore, à mon réveil, j'avais une réflexion en lisant la presse sur les interventions que je vois maintenant ponctuelles des socialistes à droite, à gauche, sur les critiques de l'Arizona. Je me demande au fond, qu'est-ce qu'on retient à la population? Et vous avez bien dit le mot emploi et la défense de l'emploi. Moi, j'ai été baigné dans une éducation où le travail a toute son importance. Et donc, les travailleurs à l'époque des Forges de Clabec, bah, ils se sont battus parce que ce qu'ils voulaient, c'était pas le chômage, c'était pas le revenu d'intégration sociale, c'était avoir la certitude moralement que le lendemain, ils allaient pouvoir continuer à rejoindre le chemin du boulot pour aller bosser. Et donc, cette philosophie de la défense de l'emploi, c'est bizarre, mais je ne l'entends plus dans la bouche des socialistes. Et donc, la valorisation du travail, alors la valorisation du travail en tant que tel, et c'est pas la valorisation, parce qu'aujourd'hui on est obligé un peu de faire cette nuance entre valorisation du travail et cette distinction entre ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas pour dire qu'il faut qu'on crée quand même une différence structurelle en termes de revenus pour maintenir les gens au travail. Moi, je serais quand même beaucoup plus profond que ça. La notion de travail, enfin moi je l'ai vécu donc quand mon père a perdu son boulot suite à la fermeture des forges, j'ai compris une chose dans ses yeux, c'est que le boulot c'était une dignité. C'était pas tant alors, une question de salaire, ça, c'était important, c'est normal, il faut faire vivre sa famille, c'est crucial. Mais se lever le matin et y aller bosser, c'était donner un sens à sa vie et c'est une dignité. Et donc c'est vraiment la valeur intrinsèque. D'ailleurs, en fait, ce qui est fou, c'est que pour défendre leur travail, ce qu'on n'a jamais dit ou ce dont on n'a jamais assez parlé, et c'est pour ça que je pense que c'est une continuité, cette valeur de la défense du travail, c'est que quelques années, alors, ceux qui ont travaillé avec la BEC ou dont les enfants, où il y a les enfants de ceux qui ont travaillé avec la BEC s'en souviendront, mais quelques années auparavant, avant la fermeture des forges de Clabec, le patron d'Essie à l'époque avait proposé, ou il avait invité les travailleurs à des réductions de salaire pour participer au sauvetage de l'entreprise et maintenir l'entreprise en vie. Ça s'est fait. Alors, Ce serait inimaginable ça aujourd'hui, hein. justifié ou pas, c'est pas ma question aujourd'hui, mais ma question c'est plutôt l'analyse de ce qui s'est fait à l'époque en disant, donc ça veut dire que ces gens étaient prêts à tout à l'époque
pour conserver cette dignité familiale d'avoir un boulot. Parce qu'un boulot, c'est une dignité, c'est une insertion sociale, un boulot, hein, parce que c'est vos collègues, c'est vos amis. Vous savez, sur les réseaux, encore aujourd'hui, on voit sur Facebook, par exemple, il y a encore ces anciens des forges, et alors vous les voyez, ils n'arrêtent pas de se communiquer, ils s'envoient des photos où ils étaient encore ensemble à l'époque, alors que c'était en 1997. Donc ça crée, c'est vraiment le travail au sens noble du terme. Et ça, je suis désolé, mais je trouve que tout ce qui est les mesures pour valoriser cette notion-là de la défense de l'emploi, de manière générale, la défense des postes de travail, je ne la retrouve plus, je ne la trouve pas là où dans le discours des socialistes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs à nous, les bourgmestres, je trouve que, hormis parce que de toute façon la société évolue vers de plus en plus des PME et des choses comme ça, c'est à nous les bourgmestres, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai cette attitude-là aussi, à défendre le plus possible l'installation de PME dans notre commune. On a la chance, nous, d'avoir des zonings extraordinaires, avec, on l'a dit là tout à l'heure, avec un axe central en termes de mobilité, parce qu'il y a l'autoroute, mais il y a aussi le canal, il y a la voie de chemin de fer, et donc nous, on bénéficie vraiment des trois sources de mobilité les plus importantes. Et donc, ça crée cette envie. Maintenant, voilà, maintenant le tout, c'est de soutenir nos entreprises et de pouvoir, je vais vous prendre un exemple simple par rapport à ce que vous venez de dire, et c'est pour ça que je dis que c'est la continuité. Aujourd'hui, maintenant, ça va sortir dans notre 1480, mais on annonce l'arrivée de Burger King à Tubize. OK? Alors, il peut y avoir d'un côté, ça représente pour moi 0%, je pense, mais il y a ce fameux débat sur la malbouffe ou autre. OK. D'un autre côté, Burger King, c'est 40 emplois. C'est 40 emplois qui vont se créer à Tubize. Donc, on a rencontré effectivement les investisseurs et on les a sollicités en disant, mais voilà, au final, c'est aussi des jobs étudiants. Puisque j'ai vu dans la vidéo qu'on a faite qu'il y avait des étudiants qui m'interpellaient sur qu'est-ce qu'on faisait pour les jobs étudiants. Et donc, ça démontre qu'on a une responsabilité directe en tant que bourgmestre, c'est d'avoir pu négocier avec Burger King en disant, mais vous savez, au final, nous à Tubize, on a beaucoup d'étudiants qui voudraient pouvoir se faire leur argent de poche, pouvoir garantir leur sortie. Il y a un besoin dans notre population. Quelle que soit la tranche d'âge, il y a un besoin. Et donc le Burger King, parmi d'autres activités qui sont en plan dans la ville, elle va venir offrir à nos jeunes Tubisiens des jobs étudiants. Et donc, je trouve que c'est une opportunité. C'est une opportunité que nous devons défendre. Et donc, nous sommes à la source de la création d'emplois. Mais attention, hein, je ne veux certainement pas que cette interview ramène mon analyse à Burger King. On a des entreprises de pointe, on a le four industriel belge, on a Mondial Relais, et donc on a aussi des qualifications de pointe dans la ville. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit pouvoir offrir des jobs qui vont de A à Z, dans la qualification, dans l'âge, dans la structure des personnes. Et donc, par conséquent, ça, c'est notre job, c'est notre travail. Et nous, on a la chance qu'à Tubize, le désir qu'on a réussi à créer sur la ville va permettre de remplir ça. Et c'est donc, pour répondre à votre question, oui, une continuité par rapport au mot que vous avez utilisé, qui est la défense de l'emploi avant tout. Donc, ce que je retiens aussi de votre propos, c'est que donc j'ai bien spécifié que c'était un syndicaliste FGTB, Oui. et donc qui est le syndicat socialiste. Et si j'ai bien compris votre propos, vous dites que justement la famille socialiste a perdu cette notion de valeur de l'emploi. C'est ce que vous dites? Ouais, elle a perdu cette notion de la défense de l'emploi, en tout cas. Alors, je peux vous dire une chose, il faudra m'expliquer, puisqu'ici, cette commune a été depuis des années socialiste, quelle a été la valorisation? Puisque moi, aujourd'hui, quand on valorise les entreprises, dans notre journal 1480, quand je me fais interpeller en rue, bah alors, j'ai cité celle-là en introduction, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a Van Migem qui est un transporteur de taille extraordinaire. Quand on voit son développement, c'est génial. Mais reprenons les casques Bell. Vous vous imaginez qu'ici, à Tubize, on fait les casques des pilotes de Formule 1. Enfin, c'est un coup de génie, ça. Et donc, faire en sorte que les gens aujourd'hui ne savent même pas qu'on a ça. Ouais, ça, c'est quand même dingue. Que les gens ne savent pas qu'ici, on a le domaine W qui a été repris dans les meilleurs chardonnays au monde, à Tubize. Enfin, je veux dire, c'est une hérésie. Et donc, la défense et être derrière nos entreprises pour leur apporter le soutien et l'appui qu'ils ont besoin, derrière les talents de manière générale, ouais, ça, je pense que peut-être que ça a manqué à mon prédécesseur. Et c'est dommage. Et là, Mais vous m'avez cité donc deux entreprises belgo-belges et belgo-tubisiennes. Par exemple, on a aussi l'entreprise de défense Thales ici, qui n'est pas ouais. une entreprise belge, mais qui est une entreprise française. Est-ce que vous essayez aussi de eux les soutenir d'une certaine manière, ou vous préférez effectivement mettre votre énergie à soutenir des groupes belgo-tubisiens? Non, alors moi je soutiens. Alors, d'abord, je voulais vous dire qu'il ne faut pas se cacher derrière des couleurs.
pour faire des différenciations politiques. Et donc, ça, c'est une chose qui me paraît quand même importante sur le fond. Après, moi, ce que je soutiens, c'est l'emploi. Et donc, aujourd'hui, si effectivement, avec Thales, on peut appuyer l'engagement d'ingénieurs tunisiens, oui, moi, ma véritable défense, c'est l'emploi. Et donc, qu'on puisse ici à Tubize avoir des entreprises qui créent de l'emploi. Ça, c'est important. Et puis après, personne ne sera là pour me contredire, mais Thales, ça reste une entreprise de pointe en termes de technologie. Alors, d'un autre côté, on peut s'effrayer de la dangerosité des drones aujourd'hui, hein, et je peux vous dire que on en a notamment à Tubize. Pas plus tard qu'avant-hier encore, il y a eu des interventions policières sur des survols de drones à Tubize. Je pense juste que voilà, il faut à un moment qu'on ait des entreprises de technologie de pointe dans ce secteur-là aussi, et qu'elles puissent avoir un siège ici pour développer de l'emploi de pointe. Et c'est ce que je vous disais. À un moment, le but, c'est d'aider les jeunes Tubisiens à pouvoir avoir un job étudiant dans un Burger King ici à Tubize, mais c'est pouvoir aussi faire en sorte que les jeunes qui ont une volonté aujourd'hui de se former, d'aller chercher des postes de qualification à Tubize qu'ils n'ont pas eu depuis des années. Vous savez, moi, mon père, quand il travaillait aux Forges de Clabec, son rêve, c'était pas que je travaille aux Forges de Clabec. Hein. Son rêve, c'est que je progresse dans la vie et que je puisse aller moi-même décrocher un poste de pointe dans une entreprise de pointe. Ça, c'était son rêve, comme le rêve de tous les travailleurs. Ces gens, d'ailleurs, exigeaient ou volaient ce travail pour pouvoir financer les études de leurs enfants. Et donc, avoir des entreprises de pointe qui vont permettre à ces jeunes Tuisiens demain de décrocher un emploi de qualité, c'est important pour moi, oui, bien sûr. Parfait. Et on parle des jeunes, c'est parfait, on enchaîne avec ça. C'est sorti dans la presse. Vous voulez fermer la maison des jeunes à Tubize pour un tas de raisons, dont la sécurité, il me semble, du bâtiment, effectivement. Avez-vous une vision donc de la jeunesse qui diffère de vos prédécesseurs et des projets concrets pour elle? Alors écoutez, je pense que vous n'avez pas bien lu la presse. On a fermé la maison des jeunes parce que la politique de mon prédécesseur, et il suffit d'aller revoir la photo de la maison des jeunes si vous n'avez pas envie de vous déplacer dans la presse, ce sont des étançons tout azimut. Tout à fait, Donc, pour des raisons de sécurité, oui, justement. oui, Oui, donc ce sont des étançons qui oui, tiennent le bâtiment debout. À un moment, oui, je l'ai vu. ce n'est certainement pas dénigrer les jeunes, mais c'est d'avoir une réflexion de stopper toute mise en danger. Et donc, si on a pris un arrêté pour mettre un terme ou pour fermer cette maison des jeunes, c'est pas parce que moi je suis pas entrepreneur immobilier. Non, j'aurais pu quand même constater visiblement, et comme tout le monde peut le constater à l'œil nu, il suffit de regarder la photo pour se rendre compte que ce sont des étançons. Mais il est arrivé sur mon bureau un rapport d'expertise disant qu'il y avait une dangerosité. Il y a une dangerosité sur la stabilité du bâtiment, mais il y avait une dangerosité particulière sur un mur qui risquait de s'effondrer, et derrière ce mur, il y avait une cabine ORS. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pris des mesures. Parce que, vous savez, c'est pas simplement dire, hein, il a fermé la maison des jeunes, il est contre les jeunes. Non, mais par contre, si demain, j'avais un jeune tué dans cette maison des jeunes, on m'aurait dit que j'étais un inconscient. Alors moi, je suis pas du tout, puis vous me l'avez entendu dans mon discours jusque maintenant, moi, j'ai une priorité. Euh, la priorité de ma vision par rapport aux jeunes, bah, c'est surtout d'imaginer on puisse développer pour eux des jobs étudiants ici. Parce qu'en fait, avec des jobs étudiants, on peut commencer à s'acheter sa première voiture, on peut se déplacer, on peut sortir et on peut s'offrir une vraie vie de jeune. Ma vision des jeunes, c'est certainement pas d'avoir quatre murs qualifiés d'une maison de jeunes avec un petit jardin pour y faire de la fumette. Voilà. Et donc la vision, c'est que moi aujourd'hui, ce que je veux, c'est propulser nos jeunes vers des talents parce qu'ils ont la capacité. Les Tubisiens ont cette capacité, je pense qu'on l'a suffisamment démontré depuis que je suis là, à être de véritables talents. Et donc oui, on est aujourd'hui, et je reçois régulièrement des jeunes dans mon bureau. Je soutiens toutes les initiatives qu'ils viennent me proposer. Et donc je pense que c'est une autre manière de soutenir la jeunesse. Oui. Parce que l'une des critiques qui vous est adressée par rapport à des gens qui sont dans la maison des jeunes ou même vos opposants politiques ici même dans la commune, c'est que cette fermeture est complètement arbitraire, il n'y a pas de projet pour la jeunesse et qu'au final ce seront des jeunes qui seront désœuvrés, qui resteront dans les rues à faire je ne sais quoi. Ça c'est une critique qui vous est adressée, qu'est-ce que vous répondez à ça? Bah, écoutez, moi j'ai une analyse assez simple. Je pense juste que il faut pouvoir compter les jeunes. Et donc, savoir compter, c'est mathématiquement se rendre compte que à tout casser, il y a 15 jeunes quand tout va bien à la maison des jeunes, qui sont plus ou moins systématiquement les mêmes. À Tubize, par chance, pour moi d'ailleurs, la population jeune, elle ne se résume pas à 15 personnes. Et donc, quand on prend une décision, on sonde les jeunes.
On sonde les jeunes. Et donc, quand on sonde les jeunes, on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'il y a une maison de jeunes, on se rend compte qu'il y a la MO avec une camionnette pour les jeunes qui, à mon avis, je crois qu'elle démarre plus parce qu'elle est restée tellement au même endroit que je suis pas sûr que si vous la bougez, il y a peut-être des fleurs sur les capots, j'en sais rien. Et donc, on a tellement, probablement, il faudra me dire ce qu'on a fait réellement et concrètement pour les jeunes ces dernières années, malgré qu'il y avait une maison de jeunes. Parce que symboliquement, c'est pas parce que ça s'appelle maison de jeunes qu'on a fait quelque chose pour les jeunes. Et donc, je veux juste qu'on me cite des jeunes qui viennent de cette ville, parce que moi, je suis interpellé régulièrement par des jeunes. Qui, la première chose, bah, c'est grâce à l'article de la fermeture de la maison des jeunes qu'ils ont découvert qu'il y avait une maison de jeunes. Ça, c'est la première chose. Et je vous dis ça, c'est plus ou moins 98% des jeunes qui m'interpellent. Il reste les 15 personnes qui fréquentaient la maison de jeunes, qui eux, probablement, étaient conscients de ça. Mais la majorité des jeunes de Tubize aujourd'hui ont découvert l'existence de la maison de jeunes au moment de sa fermeture. Deux, moi je vous dis, j'ai des projets de jeunes ici aujourd'hui, et je peux en citer un de façon concrète. J'ai les jeunes de l'IPES qui sont venus me trouver avec un projet citoyen. Le projet citoyen, c'est qu'ils avaient envie, par exemple, de faire des élections simulées. Et donc, ils ont envie de faire dans leur école un vrai programme électoral et de mener des campagnes électorales et de faire des listes selon les règles légales électorales. On les soutient, la commune est derrière, on les soutient par des moyens, par des mises à disposition humaines pour les aider dans cette activité. Donc moi je veux dire, on mène des actions, alors que ce soit des actions par rapport à ce que les jeunes veulent, ou que ce soit des actions par rapport à la création de jobs étudiants. Parce que moi, on n'a pas décidé de fermer la maison des jeunes parce qu'on avait envie de la fermer. Parce que s'il n'y avait pas eu de problème structurel bâtiment, on l'aurait probablement fait. Maintenant, je vais vous dire honnêtement, je ne pleure pas là-dessus. Ça, c'est très honnête. Et Ça donc, ne vous empêche pas de dormir. ça m'empêche pas de dormir parce que je veux dire que j'ai une toute autre vision de l'aide à la jeunesse. L'aide à la jeunesse au sens noble, hein, pas l'aide à la jeunesse telle qu'on la connaît, qualifiée aide à la jeunesse quand il y a un problème. L'aide à la jeunesse, pour moi, elle se situe là. Elle se situe dans le fait de... J'ai aussi des enfants. Mes enfants, je vais vous dire honnêtement, ils n'ont pas besoin de moi pour trouver leurs copains, copines et sortir. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont certainement pas besoin de la maison de jeunes. Ils ont plein d'endroits agréables dans lesquels ils peuvent sortir, que ce soit à Tubize ou en dehors de Tubize. Ce que mes enfants ils veulent, c'est une petite liberté financière. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce que je vois, et parmi tous les jeunes qui m'ont interpellé, quand je leur ai posé la question de ce qu'ils attendaient de moi, bah, d'ailleurs, le sondage a été très simple. On l'a fait ici sur la Grand Place quand on a annoncé cette interview. Le premier mot qui est venu à la bouche des jeunes qui sont à l'IPES, parce que c'est des jeunes de quatrième de l'IPES qui ont été interpellés, c'est de dire ce que vous faites pour nous pour qu'on puisse trouver un job étudiant. Ils m'ont pas demandé est-ce que vous avez un local pourri à Tubize pour qu'on puisse s'emmerder tous les vendredis soirs. C'est pas ce qu'ils m'ont demandé. Et donc, moi, j'ai juste une vision totalement différente. Pour moi, l'aide à la jeunesse, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, c'est aider les jeunes dans ce qu'ils ont réellement besoin, ce qu'ils attendent de nous. Des opportunités? Des opportunités, bien sûr, et des appuis à trouver des emplois demain. Et donc, les aider dans ce qu'ils ont besoin, les aider dans l'accompagnement à la formation, je pense que ça c'est important, à la découverte des écoles supérieures, à la découverte de l'université, à leur ouvrir des portes qui va leur donner en tout cas un chemin brillant pour l'avenir. Voilà, c'est ça, ma vision en tout cas de l'aide aux jeunes, elle est celle-là. Bah, vous faites des très bonnes transitions, je vous le cache pas, parce que on va faire une petite simulation. Nous sommes en campagne pour 2030. Ok. Vous êtes candidat à votre réélection, on suppose, hein. Quelles seraient les mesures que vous avez prises jusqu'à présent ou que vous comptez prendre dans les prochaines années de votre mandat que vous serez le plus fier à mettre en avant pour votre réélection? Alors, les mesures que j'ai prises dont je suis le plus fier, c'est certainement la sécurité de manière générale, parce que la sécurité, elle est importante par rapport au centre-ville. Alors, je pense qu'on peut avoir un débat très large sur la sécurité, mais on ne parle pas de la sécurité de la même façon quand on est ici au centre-ville que quand on est dans une de nos entités. Et donc, C'est vrai que les problèmes, par exemple, dans l'entité de Saintes ne sont pas les mêmes problèmes que dans l'entité de Tubize même, ici à la gare, on est bien d'accord. alors, les problèmes sont les mêmes, mais ils n'ont pas la même intensité, Bien c'est sûr, ça la oui. différence. Ils sont les mêmes, mais n'ont pas la même intensité. Donc, les mesures que nous prenons sur les caméras, sur l'antenne de police, sur le renforcement de la police de manière générale, c'est une fierté. Deux, la vision de la modernité, c'est-à-dire que avoir aujourd'hui cette vision de création de l'emploi, mais c'est aussi une modernité, c'est-à-dire vous aurez vu que les chantiers ne manquent pas à Tubize aujourd'hui. Et donc, que je sois à l'entrée de Tubize via Clabec, où vous avez une énorme station qui est en train de se créer pour la recharge des voitures électriques. On en avait besoin et donc on est en recul par rapport je crois qu'une grande majorité des communes. On est en recul par rapport à ce besoin. Le fait qu'on va rénover National 7, l'ancien garage qui est à l'abandon là, pour devenir un Burger King moderne,
moderne, le fait qu'on ait l'implantation de nouvelles entreprises qui sont géniales, le fait que maintenant récemment, ben, vous aurez vu quand vous passez le pont, l'ancien pont de Clabec, mais que sur votre droite, les bâtiments, les anciens bâtiments où les vitres étaient endommagées sont démolis pour reconstruire des nouvelles structures et donner un autre visage à l'entrée de ville, le fait d'avoir ce contournement nord, le fait de pouvoir relancer le TOM, le fait de relancer ces activités-là qui pour moi vont redéfinir vraiment le visage de Tubize, le fait d'avoir aussi, ma fierté aussi, c'est vraiment la partie symbolique, c'est le Béchar. Alors le Béchar, ça représentait pas grand-chose au regard des Tubysiens, vous savez qu'il est là, Ouais, il est c'est plus vrai ou moins que partout dans mon cœur aujourd'hui, mais le fait d'avoir ressorti ce petit bonhomme qui est là sur la place, qui était démoli et en panne depuis près de 20 ans. Donc il était en panne. C'est une fontaine, aujourd'hui elle fonctionne, on l'a réparée, on l'a remise en place. C'était l'image de la ville. Et donc avoir une fontaine qui représente un personnage qui est le Béchar, qui est le Tubisien dans toute sa splendeur, et le laisser en panne, bah, vous aurez compris l'image qu'on défendait auparavant à ma place par rapport à Tubize. c'est vrai que la symbolique est édifiante, effectivement. Et donc la symbolique, elle est vraiment importante. Et donc mon travail aussi, c'est autour de toutes ces initiatives. Et on est, vous me parlez de 2030, mais enfin, même moi, je suis là que depuis 1 an et demi. Même pas, véritablement, mais 1 an et demi. Et donc, vous dire ce qui a déjà été mis en œuvre, c'est déjà une grande fierté en soi. Il y a encore pas mal de projets qui sont dans le pipe. Il y a aussi ma fierté personnelle, c'est aussi qu'on ait pu nous nous étions engagés, on n'a pas augmenté la taxe poubelle, par exemple. C'est très symbolique pour les gens, mais on ne l'a pas augmenté alors que toutes les communes avoisinantes l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'on est dans une politique aujourd'hui qui veut que systématiquement ce soit le citoyen qui paye. Et donc si vous regardez le contexte difficile dans lequel on est, parce que ça aujourd'hui c'est contestable par personne, que le contexte de la région wallonne, de l'État fédéral, on ne parle d'ailleurs plus que de ça, des difficultés financières de notre pays à tous les niveaux. Eh bien la commune de Tubize, elle n'est pas épargnée par ces difficultés financières. Et donc, nous avons fait le premier exercice budgétaire l'année passée. Cet exercice budgétaire, ça a été un exercice, et ça va bientôt revenir sur la table, ce sont des exercices d'économie budgétaire. Et donc, on veut mettre un terme à la réflexion facile qui est d'aller chercher dans la poche des citoyens. C'est pas évident hein, de devoir à un moment avoir une réflexion pour dire bah, il faut trouver des mesures d'économie ailleurs et il faut rechercher. Il n'y a rien qui est simple. Mais c'est vrai que dans le contexte économique aujourd'hui, aller encore chercher dans la poche des citoyens, c'était Vous inacceptable. préférez faire des économies structurelles que de taxer, donc. Bien sûr, j'ai préféré par exemple enlever une course sportive cycliste de la ville qui à mon avis n'intéressait personne parce que je pense que les citoyens ignoraient même qu'elle existe et qui coûtait 50 000 euros à la ville par exemple. Ouais, ce sont des choix. Voilà. Et donc ce sont des choix sur lesquels on décide de faire des mesures d'économie structurelle plutôt que d'aller chercher dans la poche du citoyen. D'autant plus pour la petite anecdote que la course cycliste, aujourd'hui, elle va quand même se faire, mais qu'elle se fait en collaboration avec la ville de Halle et la fédération cycliste et qu'elle ne coûtera pas 1 euro à la ville. Et donc, nous aurons une course cycliste visible entre Halle et Tubize sur le plan de la presse, puisqu'elle sera rediffusée par la RTBF. On aura la chance de voir les paysages tubiziens. Et donc, ça démontre qu'on est capable de faire du qualitatif sans engendrer des dépenses telles qu'elles étaient engendrées à l'époque. Et donc on la fera quand même, cette course cycliste, et en plus, symboliquement, elle montre l'union intellectuelle que nous avons pu mettre en place aussi avec la ville de Halle. Vous parlez de sport, justement, je suis un grand fan de sport. C'est pour ça que j'aimerais aussi dire qu'on a aussi le centre d'entraînement des Diables Rouges à Tubize et un hôtel, donc le Martin's Red. Est-ce que sur cet hôtel a vraiment des retombées économiques intéressantes pour la ville de Tubize? Bah alors cet hôtel, ben, vous avez vu que le roi y est venu loger Oui. il y a à peine quelques jours, cet hôtel, mais c'est pour ça que je dis, c'est bien que vous le citiez, ça fait partie aussi des choses, des institutions que l'on se doit de mettre en avant. Ça fait partie de ce qui fait notre fierté tubizienne. C'est un plus. Avoir le centre de l'Union belge ici à Tubize, bah, c'est magnifique. Je veux dire, c'est génial. Il suffit d'aller voir les jeunes enfants qui s'y pressent aussi quand les Diables Rouges viennent faire l'entraînement. C'est toujours J'im- rempli. J'imagine aussi l'engouement qu'il y aura bientôt avec l'arrivée du mondial. Et donc, oui, c'est sans oublier quand même aussi qu'on a la fédération cycliste Bien sûr. nationale juste à côté. Et donc, tous ces éléments-là ben, nous donnent une image positive. Et donc, moi, je les ai valorisés d'ailleurs dans les 14,80 aujourd'hui. Ce sont des éléments que l'on doit mettre en avant, bien sûr. Ça fait partie de notre fierté. Est-ce qu'il y a des retombées économiques? Oui, ben, il y a des retombées économiques. C'est-à-dire les retombées économiques, c'est les retombées de manière générale. Quand on parle de l'Union belge, ben, il suffit de regarder la presse. Quand on parle des Diables Rouges et qu'on dit aujourd'hui au JT, les Diables Rouges iront s'entraîner Ah, à Tubize. Tubize. Et donc, le fait de parler systématiquement de Tubize dans des conditions positives, eh ben, évidemment que ça a des retombées économiques.
On poursuit alors, et on a bientôt d'ailleurs fini cette interview. Donc, quel est le dossier donc qui vous a le plus touché personnellement pendant la première année et demie de votre mandat jusqu'ici? Ouais, alors je ne sais pas si c'est un dossier, mais là vous me touchez droit au cœur. Ce qui m'a touché le plus personnellement, c'est que je me suis rendu compte dans ma commune que nous avions des enfants qui étaient atteints de maladies pour lesquelles il n'y a pas d'intervention spécifique de la mutuelle et que dont les parents sont bien souvent livrés à eux-mêmes et donc qui nous a amené à prendre des initiatives individuelles. Et donc on a pu, grâce à l'aide notamment de différents acteurs tunisiens, dont notamment Clown Kea, par exemple, qui nous a bien aidés, on a pu mener diverses activités pour soutenir au maximum ses parents. Et donc, je me rends compte que on a des dossiers, on a des situations véritablement d'enfants qui sont particulières dans la ville. Et donc, c'est pas, je veux pas le classer. C'est pour ça que c'est peut-être un peu délicat, mais c'est ce qui m'a le plus touché, ce qui nécessite d'ailleurs. On a mis maintenant sur place des interventions régulières et des activités de soutien pour ces enfants. On en mènera une encore d'ailleurs dans les prochaines semaines. Je ne veux pas qu'on le qualifie de dossier, parce que c'est pas un dossier, mais c'est vraiment la partie humaine, c'est d'être interpellé par des parents dont on se rend compte qu'ils sont démunis depuis des années et qu'on a laissé dans l'indifférence. Voilà. Alors, on va poursuivre du coup avec une question, encore une question et une question d'une citoyenne. Je vais commencer donc par la dernière question que je vais vous poser aujourd'hui. Vu que c'est un podcast pour les jeunes, par les jeunes des jeunes, un mot pour les jeunes qui veulent s'engager pour leur commune ou en général en politique, tout simplement. Mais je pense que si j'avais un mot à leur dire par rapport à ce que j'ai encore été hier au CEFA, donc j'ai été hier au CEFA aux journées portes ouvertes, je suis tombé sur pas mal de jeunes, et alors jeunes et parents d'ailleurs, qui me disaient, vous savez, au final, ça manque un peu, on a l'impression qu'il se crée une distance entre le politique et les jeunes. Parce que finalement, les jeunes, peut-être ne maîtrisent plus trop bien ce que peut faire le politique pour eux, et ne se rendent plus trop bien compte quel est le lien et la passerelle qui peut être faite. Certains trouvent justement la politique déjà très trop compliquée aussi. Ça, je pense qu'on peut aussi le dire. Oui, je pense qu'effectivement, il la trouve compliquée. Maintenant, moi, si j'ai envie de donner un message aux jeunes, c'est qu'il faut s'impliquer. C'est-à-dire que la politique aujourd'hui, vous savez, il faut oser l'affronter parce que c'est normal. Je pense qu'on a une population jeune aussi qui pense que la politique, ce n'est que de belles paroles et que c'est serrer les mains au moment, 3 mois avant les élections. D'un autre côté, moi j'ai quand même envie de dire, il faut s'y impliquer parce que la politique, c'est le seul chemin qui permet réellement de modifier les choses. Si on veut effectivement, et moi je parle ici au niveau communal évidemment, et donc vous me posez la question sur les jeunes, et donc votre initiative elle est géniale, mais il faut la multiplier, il faut amener les jeunes à s'impliquer. Je pense que les jeunes ils ont envie, il y a juste un pas qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'osent pas faire, mais si j'ai un message à faire, impliquez-vous, parce qu'aujourd'hui en vous impliquant, bah, c'est votre propre destin que vous prendrez en main. Et donc ce message-là pour moi c'est impliquez-vous, n'hésitez pas, faites-le. N'hésitez pas, faites-le. Je rajouterais même d'ailleurs une phrase que vous devez connaître. Si vous ne mêlez pas de politique, la politique se mêle de vous. Vous la connaissez, je pense. Exactement, exactement. Alors, j'ai retenu une question d'une citoyenne qui était je vais être honnête avec vous, la question qui, moi je suis tubien, qui revient le plus, qui est que à quand une réouverture d'une piscine à Tubize, parce que la question vient de Farida qui dit nous sommes surtaxés et nous n'avons même pas des infrastructures sportives à la hauteur des villes surtaxées. Que répondez-vous à Farida sur la question de la piscine et des taxes qui vont avec? Alors, ouais, surtaxé, je pense que je vous ai répondu sur la politique qui est la nôtre et nous avons mis, et nous espérons pouvoir le tenir dans le contexte économique aujourd'hui, nous avons mis dans notre programme stratégique transversal une réalisation, puisqu'il faut pouvoir d'abord maîtriser le budget, mais sur ce mandat d'enclenchement de la diminution de l'impôt, ça c'est quand même important de le dire, je trouve. Et donc cette dame a raison sur le fait que oui, à Tubize, nous étions dans une situation surtaxée. Mais nous étions probablement aussi dans une situation où les dépenses étaient exorbitantes, difficiles, et donc il y avait peut-être probablement une explosion de certaines dépenses. On gère aussi quand même pas mal de situations sociales, puisqu'on est le nid dans le Brabant wallon de certaines problématiques sociales. Par contre, par rapport à la piscine, c'est vrai qu'elle est dans le cœur des Tubisiens depuis maintenant de nombreuses années. Elle n'a
pas été au cœur des programmes électoraux cette année. Donc aucun parti ne s'est fondamentalement avancé sur la réouverture d'une piscine lors de ces élections. Par contre, elle n'abandonne pas mon esprit parce que c'est vrai que dans le maillage actuel des piscines, dans le maillage actuel, Tubize est en zone de carence de piscine. Et donc, c'est vrai que c'est dramatique. Nos enfants doivent, donc ça c'est une conséquence, puisque vous me disiez justement là tout à l'heure, tiens, la joie d'être bourgmestre, vous avez commencé par les questions positives, c'est très agréable. Je vous ai dit, ça dure 2 secondes, parce que dès que vous avez fini cette joie, on vous met évidemment les grands sujets sur le dos et les responsabilités. Nous avons un double problème à Tubize, et donc cette dame doit entendre quand même ça, c'est que oui, elle a raison. Tubize, dans le maillage des piscines, est en carence de piscines. Il est inacceptable que nos enfants fassent une demi-heure de bus pour aller rejoindre une piscine quand ils doivent apprendre à nager, Les un plus quart d'heure, proches sont à Braine-le-Comte et Halle, il me semble, hein. Braine-le-Comte, aller en gain. Et donc, ils mettent un quart d'heure pour nager, un quart d'heure pour s'habiller, se déshabiller. C'est absurde, c'est incohérent. Et donc, nous devrons revenir là-dessus. Sauf que ce que ces dames ne savent pas, c'est que sa question est intimement liée à la gestion de mon prédécesseur. C'est-à-dire, surtaxation et piscine avaient un lien très fort et elle retrouvera ces informations dans la presse. Nous avons dégagé, enfin, auparavant, je crois que c'était en 2000, dans les années 2019-2020, si je ne me trompe, un budget a été dégagé par la ville de presque 2 millions d'euros à l'initiative de la SBL qu'a appelé Sportissimo, Qui représente un pourcentage de combien sur les dépenses communales? qui représente quand même sur les dépenses communales un bon 5-6%. C'est pas négligeable, donc. C'est pas négligeable du tout. Et donc on a investi, mon prédécesseur en tout cas a investi cette somme dans la SBL Sportissimo. Vous retrouverez toutes ces informations objectives dans la presse, sur Internet, vous les retrouverez, avec l'idée, avec la commune de Braine-le-Château, de Ytre et de Rebec, de créer une piscine. L'initiative était bonne. C'est dommage qu'elle est devenue dramatique, mais elle était très bonne. C'était de créer une piscine. Jusque-là, l'initiative était bonne. Là où je suis moins d'accord, et j'étais moins d'accord à l'époque, c'est qu'on l'a créée à Rebec. Alors, pourquoi j'étais moins d'accord qu'on l'a créé à Rebec? C'est parce qu'entre les 4 communes, Tubize représente 50% des 4 communes et que nous avons les plus grosses écoles à Tubize. Et donc, aller créer une piscine à Rebec, c'était un peu une stupidité intellectuelle, sincèrement. Et donc, cette piscine, elle devait être créée sur le terrain à côté du vélodrome. Malheureusement, ce terrain était instable, le projet a coûté. Donc on n'a rien récupéré de cet argent. Donc au total, c'est une perte sèche de plus ou moins 7 ou 8 millions pour l'ensemble des communes et de la province. Et donc aujourd'hui, il faut payer ce montant. Aucun subside de la région wallonne? Le subside de la région wallonne, il est donné si vous montez le projet. Si vous ne montez pas le projet, mais qu'en fait vous vous êtes embourbé. Et donc aujourd'hui, il faut quand même savoir que ce conseil communal de la ville de Tubize a déjà interpellé plusieurs fois le président de la SBL pour demander des comptes sur l'utilisation des fonds et où sont partis ces fonds pour avoir une explication. Alors il n'y a pas d'accusation, il y a une demande d'explication pour comprendre clairement comment on peut engager autant de fonds et finalement ne pas avoir de piscine. Parce que c'est ça. Et donc aujourd'hui, la surtaxation, elle est liée à ça. Mais quand on sort d'un investissement comme celui-là, qui a été complètement raté, eh bien, effectivement, vous ne pouvez pas du jour au lendemain redémarrer un deuxième projet piscine. Mais c'est vrai que ça ne quitte pas mon esprit, ce n'est pas dans les programmes. Il y a aujourd'hui des discussions en off qui sont en cours. Parce qu'une piscine, c'est toujours à perte pour les communes. Donc, quand on fait une piscine, mais enfin, après, c'est un service public pour nos enfants. Et donc, c'est comme une école. C'est-à-dire qu'on ne compte pas sur le volet d'une piscine. Et donc, il faut pouvoir l'imaginer et il faut pouvoir se dire qu'effectivement, c'est un projet qu'on va devoir remettre en place. Maintenant, un projet piscine, d'abord, il va falloir stabiliser nos finances. Mais je pense que ça doit rester dans nos priorités. Alors, on ne va pas le sortir parce que c'est un peu comme le contournement nord. Vous savez, le contournement nord, on en a parlé pendant 20 ans. On a dit aux citoyens tous les ans, vous aurez le contournement nord. C'était dans tous les programmes, ils ne l'ont jamais vu. Et aujourd'hui que c'est signé, ils ont encore du mal à y croire. Et donc, il faudra que la première pierre soit mise pour le faire. Et donc, moi, je suis quelqu'un de plus prudent. Si je devais sortir sur la problématique de la piscine, alors je la travaille. Je vais vous dire honnêtement, il y a des plans piscine à la région. Il y a des choses auxquelles j'essaye d'ailleurs d'amener la ministre à réfléchir pour pouvoir appuyer en tout cas les zones en carence La ministre de des piscine. Sports? La ministre des Sports, pour pouvoir appuyer les zones en carence de piscine. Et donc, il y a des réflexions. Le projet n'est pas abandonné du tout, que du contraire. Il doit rester à l'esprit et il devra
se faire. Maintenant, J'ai je l'impression que voulais... vous cherchez une fenêtre d'opportunité, en fait, c'est ça? Alors, c'est pas qu'une fenêtre d'opportunité, je vous disais là tantôt, vous savez, on a toutes les idées en tête et puis il faut pouvoir les concrétiser. Et on va pas vendre du vent aux citoyens, je pense qu'on en a vendu assez avant. Aujourd'hui, on veut, c'est une fenêtre d'opportunité, c'est l'opportunité d'être certain d'avoir un projet concret, d'avoir les moyens de le payer et d'avoir les moyens de le réaliser. Et de dire aux citoyens, vous avez raison, parce qu'il faut pas mentir aux citoyens, vous avez raison, une piscine, il en faut une. Maintenant, il faut juste comprendre que, vu la situation que j'ai héritée, mon rêve, c'est de la faire. Mais la situation concrète de l'administration ici, le portefeuille de l'administration ne le permet pas. Les planètes ne sont pas encore alignées, quoi. Et donc, je pense qu'on doit, voilà, on doit effectivement aligner les planètes pour y arriver. Mais c'est une certitude, la question n'est pas anodine, et de juste qu'il faut quand même oser avouer que elle devra se faire. L'augmentation de la population, le besoin, l'augmentation du nombre d'écoles, puisque sur le site de Clabec, il va y avoir une nouvelle école aussi. Donc, l'augmentation du nombre d'écoles et cette situation va nous amener à devoir la réaliser. Mais il le faut, c'est vraiment l'intérêt des Donc, citoyens. dans votre esprit, c'est pas est-ce qu'il y aura une piscine, c'est quand est-ce qu'il y aura une Oui, piscine. dans mon esprit, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que je dis, je préférerais avoir. Alors, il y a des réunions, enfin, il y a des réunions, il y a des réflexions sur le sujet, mais ce sont toutes des réflexions. Alors, on a plein de gens ambitieux, mais vous savez, après, il y a pas que les gens ambitieux. Il faut savoir comment on paye la facture au final. Et donc, moi, je veux juste trouver une solution. Alors, il y a des éléments dans le pipe aujourd'hui qui sont là, mais ils ne sortiront que si à un moment ils deviennent réellement concrets. C'est-à-dire que c'est comme le contournement nord. Je ne l'ai sorti qu'au moment où nous avions signé, que l'argent a été transféré de la région wallonne au SPW Mobilité. Et donc quand c'est fait, on peut dire ok, l'argent il est là, ben, à moins qu'il se passe un malheur, ça doit se faire. Et donc nous, je pense qu'aujourd'hui, inutile d'aller promettre. Le but c'est ça, parce que la promesse, elle fait perdre la crédibilité aussi aux politiques. Et donc, je pense qu'il faut avoir un discours clair avec le citoyen en disant, vous avez raison sur la demande de piscine. Nos enfants en ont besoin, les citoyens en ont besoin. C'est un besoin public qui doit être mis en place à Tubize. Maintenant, d'un autre côté, les finances ne le permettent pas, et donc inutile que je vous dise oui pour le plaisir, c'est pas ça l'idée. Mais par contre, vous avez raison sur le fait qu'il va falloir travailler pour que dans les prochaines années, on puisse monter réellement un projet là-dessus. J'espère que la réponse plaira à Farida. Nous lui enverrons le lien de l'interview avec grand plaisir. Et on va la conclure avec un petit oui ou non. Ça vous va? Oui, parfait. Alors, faut que ce soit rapide. Donc, devenir bourgmestre a changé votre vie. Oui, La fonction est plus difficile que vous n'imaginiez. oui, Vous avez déjà douté de certaines de vos décisions. oui, Votre nom a-t-elle joué un rôle dans votre élection? Votre nom de famille. je ne pense pas. Oui ou non? Allez, je vais dire oui, ça fera plaisir à mon père, comme ça il me remerciera. On l'embrasse. Vous ressentez une pression particulière liée à votre héritage familial. Non. Vous êtes parfois en désaccord avec votre propre majorité. Non, j'ai une excellente majorité. On ne peut pas satisfaire tous les citoyens. Non, on ne peut pas satisfaire tous les citoyens. Vous avez déjà regretté une décision prise comme bourgmestre. Pas encore. Vous pensez déjà à un second mandat. Non. Vous êtes confiant pour l'avenir de Tubize. Oui, Bon. Et c'est ça qui conclut notre interview. Merci encore à Samuel Doradjo de nous avoir invités dans votre bureau. Très beau bureau d'ailleurs. merci à vous. Merci Samuel, au revoir. Au revoir.